Contraint par la cruauté et rigueur qu'il me faisait, en me battant tous les jours, de me dérober à lui et de m'enfuir. Et pour me cacher de façon sûre d'un personnage ayant une si grande autorité dans la province, je pensais que le moyen le plus simple qui s'offrait à moi était de rejoindre les solitudes et les contrées sablonneuses et inhabitables de l'Afrique, résolu, si le moyen de me nourrir venait à manquer, de trouver quelque façon de me tuer moi-même. Le soleil étant brûlant vers midi, et les chaleurs insupportables, m'étant trouvé près d'une grotte cachée et inaccessible, je me jetai dedans. Peu après, il survint ce lion, ayant une patte sanglante et blessée, tout plaintif et gémissant des douleurs qu'il y souffrait. À son arrivée, j'eus beaucoup de frayeur, mais lui, me voyant blotti dans un coin de sa demeure, s'approcha tout doucement de moi, me présentant sa patte blessée et me la montrant comme pour demander secours. Je lui ôtai alors un grand éclat de bois qu'il y avait, et m'étant un peu apprivoisé à lui, pressant sa plaie, en fit sortir le pus qui s'y amassait, l'essuyait, et nettoyait le plus proprement que je pus. Lui, se sentant allégé de son mal et soulagé de cette douleur, se mit à se reposer et à dormir, ayant toujours sa patte entre mes mains. Depuis lors, lui et moi vécûmes ensemble en cette grotte 3 ans entiers de mêmes aliments, car des bêtes qu'il tuait à sa chasse, il m'en apportait les meilleures pièces que je faisais cuire au feu, faute de feu, au soleil, faute de feu, et m'en nourrissait. À la longue, m'étant ennuyé de cette vie bestiale et sauvage, ce lion étant allé un jour à sa chasse accoutumée, je partis de là, et au bout de ma 3e journée, je fus surpris par les soldats qui me menèrent d'Afrique en cette ville à mon maître, lequel soudain me condamna à mort et à être abandonné aux bêtes. Je précise que c'est bien Montaigne, hein. Donc Montaigne quand même reconnu comme philosophe, il écrit pour Marguerite de Valois, il n'hésite pas à écrire 2 pages sur un lion quand même, hein. Donc qu'est-ce que nous dit ce récit, quelques éléments de ce que vous pourrez interpréter ce récit lu par Thomas Alliot. Plusieurs choses donc à des niveaux distincts. Le lion d'Androdius de Dace est d'abord distingué par un physique qui inspire l'effroi, une taille bien au-dessus de la normale, des rugissements terrifiants, une force impressionnante. Il est destiné à combattre un esclave dans un spectacle de curiosité sadique. Pourtant, dans la scène décrite, le carnage désiré laisse place à la douceur. Montaigne suggère par ce récit fabuleux que même les animaux les plus réputés pour leur férocité peuvent témoigner de gratitude et de clémence. Dans cet extrait, la reconnaissance dans la tendresse, par-delà les différences entre espèces, s'appuie sur une histoire à la fois individuelle et partagée, qui est d'abord celle d'une rencontre à partir d'une souffrance réciproque. Donc, d'abord les mauvais traitements qu'a subi l'esclave, puis en fait la souffrance du lion, avec sa patte blessée. Cette souffrance initie une hospitalité, une sollicitude, une générosité, vertu morale que Montaigne, dans les essais, place au plus haut. Le lion n'est pas l'unique héros de cette histoire édifiante. À côté de ce dernier, il y a l'esclave, Androdius de Dace. Or, ces deux-là apparaissent comme des individus à part, pour 2 raisons qui peuvent sembler au premier abord contradictoires. D'un côté, ils représentent des êtres infériorisés. D'un autre côté, ils font preuve de grandeur morale. L'histoire extraordinaire qui nous est ici racontée est riche de sens. Il est permis d'y voir une expression de ce que nous avons désigné comme une unité du vivant, non plus en un sens ontologique mais éthique. Cette unité du vivant se construit dans la qualité d'une relation volontaire à l'altérité. Dans l'anecdote de l'esclave Androdius de Dace et du lion africain, humains et animaux apparaissent susceptibles de former une même communauté, parce que les relations de suggestion semblent supprimer entre eux ce qui rend possible une certaine égalité sous la forme d'une amitié par-delà les bornes de l'espèce. Dans cet éloge des animaux, il est permis de constater que la question de l'unité du vivant chez Montaigne frappe par sa complexité et la polysémie qu'elle recouvre. Elle est ontologique et éthique. Elle est ontologique non pas au sens d'un naturalisme ou d'un fixisme des identités que le scepticisme vient remettre en cause, mais au sens de ce qu'on serait tenté d'appeler une ontologie de la différence, en nous inspirant de la philosophie de Gilles Deleuze. Si Montaigne, dans son apologie, déconstruit les représentations traditionnellement hiérarchiques établies entre les humains et les animaux,
Il le fait certes dans le cadre d'une critique sceptique de l'ontologie aristotélicienne de la permanence et de la substance, mais il affirme dans le même temps la primauté d'individualités différentes qui sont bien réelles. Puisque nous ignorons la nature en soi des humains et des animaux, nous n'avons plus les moyens théoriques de les comparer pour les classer. La dissolution de la hiérarchie n'interdit pas toutefois l'affirmation de la différence pour soi, sans référence à une échelle des êtres de la nature, autrement dit, sans supérieur ni inférieur. Le bestiaire de Montaigne étonne non pas seulement parce qu'il valorise les capacités fabuleuses et les vertus morales des animaux, mais aussi parce qu'il campe à travers lui de véritables individualités au caractère singulier qui ont une histoire propre. On se souviendra du chien, Hyrcanus, et de son suicide quasi stoïcien, du chien dialecticien de Chrysippe, de la pie mélancolique et mélomane, ou du lion d'Androdus de Dace, en oubliant presque le nom des auteurs illustres qui nous ont permis de les découvrir. L'enjeu ne semble donc pas pour Montaigne d'élaborer un discours scientifique sur les bêtes, avec les chosifications, généralisations, homogénéisations que cela suppose. Il est d'accueillir comme matière hautement significative et dense pour la réflexion la rencontre d'altérités fortes ou d'animaux reconnus comme des sujets à part entière. Par cette plus grande importance accordée aux individualités ou à l'expérience concrète qu'aux idées générales ou aux concepts, Montaigne apparaît bien dans le prolongement du nominalisme, et d'Occam, et c'est un point que a souligné notamment Thierry Gontier. La notion d'unité du vivant a aussi une dimension éthique. Elle renvoie à un projet de construction relationnelle qui abolit les rapports de domination inscrits dans une verticalité. Elle revendique l'horizontalité des échanges. Elle suppose la reconnaissance mutuelle de dignité singulière, indépendamment de toute considération d'espèce. Cette unité est permise par le partage, la communication, très chère à Montaigne. Il n'est pas interdit de penser que cette communauté, qui suppose qu'une rencontre réelle ait lieu, soit initiée par l'expérience d'une souffrance, qui demande une sollicitude. Selon Montaigne, donc, la représentation hiérarchique du vivant n'est pas justifiée rationnellement, je le cite, « La manière de naître, d'engendrer, nourrir, agir, mouvoir, vivre et mourir des bêtes, étant si voisine de la nôtre, tout ce que nous retranchons de leur cause motrice et que nous ajoutons à notre condition au-dessus de la leur, cela ne peut partir du discours de notre raison. » Mais comment alors expliquer cette échelle hiérarchique des êtres à laquelle les animaux sont soumis? C'est à l'étude de la généalogie de cette représentation que Montaigne se livre dans l'Apologie. J'aborderai ici mon troisième point, c'est-à-dire cette généalogie de l'échelle du vivant chez Montaigne. Une première interrogation surgit. Cet aveuglement à l'égard des animaux peut-il être circonscrit historiquement? Est-il proprement moderne et caractéristique d'une évolution de la pensée dans son rapport au réel? Si l'on se réfère à l'important corpus de Montaigne dans son bestiaire, on constate que les auteurs antiques dominent, qu'il s'agisse de Démocrite, des Sceptiques, Sextus Empiricus, des Épicuriens, des Stoïciens, Chrysippe, Plutarque, etc. Les références aux modernes sont totalement absentes. On est tenté de déceler dans cette disproportion une forme de tournant philosophique. Les anciens témoigneraient d'une intelligence de l'animal qu'une majorité des modernes auraient perdue. Quelle serait la cause de ce changement? Nous sommes tentés d'admettre qu'il s'agit d'un certain judéo-christianisme. La croyance erronée de l'humain en sa suprématie sur l'animal renvoierait à une distinction interne au christianisme, c'est-à-dire d'un côté une théologie rationnelle qui inscrit le vivant dans une hiérarchie, et de l'autre une forme d'apologétique. On retrouve par exemple cette considération de l'unité du vivant chez un auteur comme Henri Corneille-Agrippa. Alors, et Montaigne, lui, d'ailleurs, dans l'apologie de Raymond Sebon, cite l'Ecclésiaste. Nous ne sommes ni au-dessus, ni au-dessus, nous ne sommes ni au-dessus, ni au-dessous du reste. Tout ce qui est sous le ciel, dit le sage, court une loi et fortune pareille. Une tentative de mise en perspective historique n'apparaît cependant pas suffisante pour éclairer les motifs de la représentation hiérarchique de la nature. On peut lire l'affirmation de la supériorité de l'humain sur l'animal, par exemple chez Platon avec son mythe de Prométhée, ou chez Aristote, on le sait, avec cette distinction entre les humains qui seraient renverrés à l'âme rationnelle et les animaux à l'âme sensitive. D'autre part, on peut être surpris de l'absence totale de référence de Montaigne à la culture chrétienne. Par exemple, cette figure du lion et l'amitié avec le lion, c'est quand même quelque chose qu'on trouve beaucoup dans la pensée du Moyen-Âge chrétien.
Quelle origine d'ordre plus général Montaigne décide-t-il alors dans la croyance de l'homme en sa suprématie? Selon lui, cette illusion incombe à une forme de raison, caractéristique de notre espèce, qui apparaît moins comme un bienfait que comme la cause principale de tous nos dérèglements, de tous nos malheurs, et de notre relation pervertie au réel. Cette forme de raison, c'est l'imagination. Pour Montaigne, la seule différence qui réside entre les humains et les animaux est la liberté de l'imagination, et cette dernière est à l'origine des pires divagations et vanités. S'il est ainsi que lui seul de tous les animaux ait cette liberté de l'imagination, et ce dérèglement de pensée lui représentant ce qui est, ce qui n'est pas et ce qu'il veut, le faux et le véritable, c'est un avantage qui lui est bien cher vendu, et duquel il n'a bien peu à se glorifier, car de là naît la source principale des maux qui le pressent. Péché, maladie, résolution, trouble, désespoir. L'imagination, donc, est la marque de notre chute et la cause de notre misère. Dans le texte, on voit une référence au péché, mais il faut faire attention, comme l'a indiqué Silvia Giocanti, que Montaigne, en fait, reprend certains termes chrétiens, mais il les laïcise dans son anthropologie. Donc, cette imagination fait de l'humain le plus terrible ennemi de soi, une créature peu enviable qui s'érige aussi en ennemi de ses semblables, une sorte de tyran pour soi-même et pour la nature. Dans son bestiaire, enfin le bestiaire de Montaigne, Montaigne insiste beaucoup sur la misère de l'homme, sa néantise, etc. Et son bestiaire, il est très bizarrement coupé par une grosse digression sur la guerre, où Montaigne semble montrer la futilité complètement scandaleuse de l'homme qui est capable de déclarer des guerres pour des bagatelles complètement futiles. L'envie d'un seul homme, un dépit, un plaisir, une jalousie domestique, cause qui ne devrait pas émouvoir deux arrangères assez gratinées. C'est l'âme et le mouvement de tout ce grand trouble. Voulons-nous en croire ceux-mêmes qui en sont les principaux auteurs et motifs? Écoutons le plus grand, le plus victorieux empereur et le puissant, qui ne fut jamais, se jouant et mettant en branle très plaisamment et très ingénieusement plusieurs batailles hasardées et par mer et par terre, le sang et la vie de 500 000 hommes qui suivirent sa fortune, et les forces et richesses des deux parties du monde épuisées pour le service de ses entreprises. Donc Montaigne fait expressément référence ici à Paris, c'est-à-dire à la guerre de Troie, mais étant donné le contexte de guerre civile extrêmement intense où il écrit, on peut penser qu'il pense à d'autres princes. Et ce texte, on peut voir, enfin, je trouve qu'il est extrêmement, qui témoigne d'une grande hardiesse, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il écrit là à une lectrice anonyme qui est Marguerite de Valois, donc cette déclaration de la guerre très violente à une princesse, je trouve ça quand même assez hardi. Donc pour l'auteur des essais, ce sont les humains, et plus principalement les plus puissants d'entre eux, qui se voient rangés au plus bas de l'échelle. Ainsi, étonnamment, empereurs, princes, sont-ils désignés comme les plus faibles, je le cite, ce furieux monstre, c'est-à-dire le prince, a tant de bras et a tant de têtes, c'est toujours l'homme, faible, calamiteux et misérable. L'esprit de domination de l'humain est immense et il constitue la seconde source des représentations infériorisantes des animaux. Selon Montaigne, si nous voulons prendre quelque avantage, je le cite, sur les bêtes et nous servir d'elles, il nous faut nous aveugler sur leurs capacités. Il en va de même pour toutes les autres créatures que l'homme assujettit. Nous avons à cette condition nos esclaves. Et les climacides, n'étaient-ce pas des femmes en Syrie qui servaient couchées à quatre pattes, de marchepied et d'échelle aux dames à monter en voiture? La question, c'est de se demander comment est-ce qu'on peut sortir de cette imagination déréglée qui nous fait le tyran de nous-mêmes et de tout ce qui nous entoure. Donc je voudrais ici aborder mon quatrième point, qui sont les conséquences anthropologiques et sociales de cette dissolution des représentations hiérarchiques du vivant chez Montaigne, puis chez Gournay. À l'encontre de ces représentations hiérarchiques qui témoignent plus de prétention que de connaissance ou d'appétit inique de pouvoir que de justice, Montaigne s'attache à défendre l'égalité, je le cite, c'est une même nature qui roule son cours. Pour l'auteur des essais, l'humain est misérable, certes, mais cette misère ne doit pas le condamner au désespoir. L'éthique élaborée par Montaigne invite au consentement à la fois joyeux et raisonnable de notre condition et des limites qui nous façonnent. Loin de nous échiner à dépasser notre misère pour quêter une grandeur inaccessible, il faut plutôt faire de l'animalité l'horizon de notre sagesse. Pour Montaigne,
la vie dans le monde animal est synonyme de santé. Or, il voit dans la santé le plus beau et le plus riche présent que la nature nous sache faire, et le but de sa sagesse est la santé à côté de la volupté. La référence philosophique la plus importante du discours sur les animaux de Montaigne, bien qu'elle n'apparaisse pas explicitement, est épicurienne. Les animaux sont plus heureux parce qu'ils vivent dans la proximité de leur corps et dans une adhésion au réel. Les bêtes vivent dans un repos physique et psychique. Elles parviennent spontanément à une absence d'agitation et de trouble qui fait penser à l'ataraxie. Je ne sais pas combien de temps il me reste là. Non, il y a du temps. D'accord. Bon, d'accord. Donc, par rapport à cette ataraxie, je vais parler ici d'un exemple que je trouve assez sympathique que Montaigne cite dans l'Apologie de Raymond II. Donc, Pyrrhon est sur un navire dans une tempête avec ses disciples. Ceux-ci sont totalement effrayés. Et Pyrrhon cite comme modèle de sagesse un port. Donc, c'est pas le port de Pirée, c'est le port de Pyrrhon. Un port qui est totalement tranquille dans cette tempête, voilà. Donc c'est un petit peu une adhésion au réel, un esprit de tranquillité qui donne vie aux bêtes, d'autant que nous sommes souvent à la proie d'angoisse du fait de nos imaginations très déréglées. L'éloge des animaux réalisé dans l'Apologie de Raymond II n'a donc pas seulement un but polémique et négatif, il est constitutif d'une sagesse. Pour Montaigne, le rappel de l'humain à sa condition naturelle, en tant qu'il est un animal parmi les animaux, ou un vivant parmi les vivants, représente l'ancrage essentiel qui le tient en bride contre ses potentielles divagations et abus de pouvoir. Face au dérèglement de l'imagination et aux folies auxquelles entraîne l'appétit de domination, il importe de contenir l'humain dans une position moyenne et de le ranger à sa juste place, ni au-dessus du reste. Je cite Montaigne, « Il faut contraindre l'homme et le ranger dans les barrières de cette organisation. Il est assujetti de pareilles obligations que les créatures à son ordre, et d'une condition fort moyenne, sans aucune prérogative, préexcellence vraie et essentielle. » Cet éloge de la voie moyenne, ce rejet de la prétention, conduit chez Montaigne à une égalisation. Dans l'Apologie de Raymond II, il conseille... Dans l'Apologie de Raymond II, il émaille son bestiaire d'allusion à d'autres formes d'égalité, notamment ethnique et sociale. Ainsi réclame-t-il la reconnaissance de la dignité des Indiens du Brésil, malgré les différences de langage et de mœurs qui nous séparent. Il n'hésite pas non plus à affirmer que les armes des empereurs et des savetiers sont jetées en même moule. Il reprendra dans son beau chapitre intitulé Sur des vers de Virgile, au livre 3 des Essais, cette expression de même moule pour affirmer une égalité naturelle des sexes, par-delà les hiérarchies sociales et politiques infondées que la culture occidentale a majoritairement contribué à fabriquer. Je le cite, « Je dis que les mâles et femelles sont jetés en même moule. Sauf l'institution et usage, la différence n'y est pas grande. Platon appelle indifféremment les uns et les autres à la société de toute étude, exercice, charge et vacation guerrière, et paisible en sa république. Et le philosophe Antisthène ôte toute distinction entre leur vertu et la nôtre. » Qu'est-ce que ce même moule que Montaigne convoque de manière récurrente dans son livre? On serait bien tenté d'y voir la reconnaissance d'une unité du vivant auquel il semble souhaiter nous convier, forme d'homogénéisation par l'acceptation d'une condition moyenne qui restaurerait l'égalité de tous, en dénonçant l'illégitimité des prérogatives et en rehaussant ceux dont la dignité avait jusqu'alors été niée. Rappel à une même origine biologique ou souche qui annule la pertinence des distinctions ultérieurement construites par la culture. Ne peut-on pas accorder alors à cette notion d'unité du vivant une dimension politique? L'idée d'un droit des animaux est anachronique pour Montaigne, comme d'ailleurs celle de droit des peuples colonisés, des paysans ou des femmes, puisque, comme nous le savons, nous sommes dans un contexte d'ancien régime, de privilèges. Il n'empêche qu'on a du mal à ne pas envisager que cette notion d'unité du vivant fasse aussi signe vers une préoccupation de justice. C'est sur ce versant qu'intervient Marie de Gournay, en approfondissant la réflexion de Montaigne sur la parité et l'égalité plus grande qui est entre nous, et en lui faisant prendre un tour plus militant. Donc là, ici, je vais passer à Marie de Gournay. Je serai un petit peu brève. Voilà.
Donc Marie de Gournay, en 1588, rencontre Montaigne. Voilà, elle est fille de la noblesse, autodidacte, elle n'a que 23 ans. Lorsqu'elle vient déclarer à l'écrivain son admiration, Montaigne va consentir à des entretiens qui vont se prolonger en amitié et ça va donner lieu à certaines réécritures de certains passages des essais. À la mort de Montaigne, Marie de Gournay se consacrera à la vie à faire connaître l'œuvre de Montaigne, mais elle a une œuvre aussi tout à fait autonome de philosophe, où il me semble que la question de l'égalité occupe une place importante. Donc, chez Marie de Gournay, il n'y a pas vraiment de bestiaire, mais par contre, j'ai été frappée par le fait qu'il y a deux occurrences, deux références de Marie de Gournay à la dissolution du vivant dans l'Apologie de Raymond II par Montaigne. Ces deux références portent dans deux chapitres distincts. Un porte sur la question de l'égalité sociale, à mon avis, et l'autre sur l'égalité des sexes. Donc, la première référence de Marie de Gournay au bestiaire de Montaigne se situe dans un chapitre. Alors, Marie de Gournay a rassemblé son œuvre, ses textes dans une œuvre qui s'appelle L'Ombre. Voilà, et le chapitre dont je voudrais vous dire quelques mots s'appelle De la néantise. Donc, c'est toujours beaucoup cette néantise. Elle a reprise à Montaigne et puis elle aime bien cette notion. De la néantise des communes vaillances de ce temps et du peu de prix de la qualité de noblesse. Donc, ce petit traité a pour objet une critique des gens de noblesse et de leur prétention à s'estimer supérieurs aux paysans et aux bourgeois. Les prérogatives que s'octroie la noblesse sont d'autant plus scandaleuses qu'elles s'associent, en ce début du XVIIe siècle, à la débauche ostentatoire, au mépris et à la cruauté. La conduite outrageante des nobles qui prennent plaisir à frapper plus bas qu'eux contraste avec la sollicitude que nous présentent certaines bêtes, y compris celles qui sont considérées comme les plus féroces. Pour illustrer cette idée, Gournay reprend très précisément une anecdote sur les animaux que Montaigne emprunte à plus tard dans son bestiaire, juste après la critique que Montaigne fait de la guerre. Je cite ici Montaigne, parce que le passage de Gournay est plus court. Quant à la clémence, on raconte d'un tigre, la plus inhumaine de toutes les bêtes, que lui ayant donné un chevreau, il supporta 2 jours la faim avant que de le vouloir attaquer, et le 3e, il brisa la cage où il était enfermé pour aller chercher une autre pâture, ne voulant pas s'en prendre au chevreau, son familier et son hôte. Donc, sous la pluie de Marie de Gournay, l'histoire du tigre et du chevreuil, son hôte, est convoquée comme un exemple de générosité envers le faible, générosité dont la noblesse de rang ne paraît plus capable. Pour elle, la noblesse qui ne repose plus que sur des bases artificielles n'a pas lieu d'être. La véritable aristocratie ne relève pas de la naissance, elle est morale et non sociale. Gournay défend ici un point de vue extrêmement moderne pour l'époque, qui peut faire songer au principe démocratique de la valeur individuelle. Le second passage où Gournay se réfère à cette dissolution du vivant se situe dans ce que j'ai appelé un plaidoyer pour l'égalité des hommes et des femmes, dans le cadre d'une dissolution de l'échelle de la nature. La seconde référence à la dissolution de la hiérarchie de la nature opérée par Montaigne chez Gournay se trouve dans un texte qu'elle écrit en 1622 qui s'appelle « De l'égalité des hommes et des femmes ». Donc, en 1622, il y a une controverse sur les femmes qui oppose les partisans des femmes et leurs défenseurs. C'est une controverse entre Marguerite de Valois et François Loriot. Marie de Gournay fait savoir sa volonté de dépasser cette problématique en s'inscrivant dans une perspective philosophique et de refuser aussi bien de consentir à l'infériorité des femmes que d'affirmer leur supériorité. Parce que son entreprise, c'est d'interroger la pertinence d'une représentation dualiste des sexes dans le cadre, justement, d'une mise en cause sceptique de l'échelle de la nature. La plupart de ceux qui prennent la cause des femmes contre cette orgueilleuse préférence que les hommes s'attribuent leur rendent le change entier, car ils renvoient la préférence vers elles. Quant à moi qui fuis toute extrémité, je me contente de les égaler aux hommes, la nature s'opposant aussi pour ce regard autant à la supériorité qu'à l'infériorité. Donc, Marie de Gournay montre que situer l'homme par rapport à la femme, ou la femme par rapport à l'homme, impliquerait de pouvoir se référer à une représentation du monde comme une totalité avec des créatures inférieures et supérieures.
Bon, ça c'est une idée classique. Pour expliquer l'infériorité de la femme, par exemple, on a souvent fait référence à son animalité. Je cite ici Jacques Olivier, qui est à peu près contemporain. Dans son Alphabet de l'imperfection et malice des femmes, il mentionne Jacques Olivier à la lettre A, avide animal, très avide animal pour la femme. À la lettre B, abîme de bêtise. Donc la bêtise de la femme est vue comme une conséquence de sa nature bestiale. Car, comme la bête, la femme serait un être dépourvu de raison. Il s'agit là d'un lieu commun qui traverse toute la culture occidentale. Pour marquer par contre la supériorité de la femme, le chevalier de l'Escale insiste sur son caractère angélique, c'est-à-dire ce qu'il la rattache au divin, dans le champion des femmes. Or, cette vision hiérarchisée de l'univers est fort contestable car cela supposerait que nous ayons une parfaite connaissance de Dieu, des humains et des bêtes. Gournay, en fidèle lectrice de Montaigne, nie une telle éventualité. Pour elle, l'acceptation de l'égalité des sexes relève de l'évidence rationnelle et du bon sens. Au raisonnement spécieux des misogynes, elle oppose avec dérision l'expérience ordinaire que l'humain a avec les animaux, en mentionnant le spectacle d'une chatte allongée à une fenêtre que l'on distingue difficilement d'un chat. On songe bien sûr à la chatte de Montaigne. Et s'il est permis de rire en passant chemin, le colibé ne sera pas hors saison, lequel nous apprend qu'il n'est rien plus semblable au chat sur une fenêtre que la chatte. L'homme et la femme sont tellement un que si l'homme est plus que la femme est plus que l'homme. Alors, en fait, on voit à quel point, je trouve, dans cet extrait, à quel point Marie de Gournay est forte pour mobiliser le caractère complètement éclairant de l'évidence rationnelle. Autrement dit, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Quand on voit un chat, on n'en déduit pas qu'il est supérieur du point de vue de la raison, ou qu'il a davantage de capacité à gouverner qu'une chatte. Donc, on voit bien quand même que là, elle renverse beaucoup de préjugés avec cette évidence quand même assez stupéfiante qu'on a beaucoup de mal à voir quand même. Alors, considérés sous l'angle du vivant et du réalisme biologique, hommes et femmes sont parfaitement égaux. Pour Marie de Gournay, ils ne se distinguent que par leurs organes génitaux. La différence est seulement utile pour la reproduction de l'espèce. À l'encontre du naturalisme hiérarchique, Marie de Gournay rassemble hommes et femmes dans une même unité générique et les qualifie indistinctement d'animal humain. Au surplus, l'animal humain n'est homme ni femme, à le bien prendre. Les sexes étant faits non simplement ni pour constituer une différence d'espèce, mais pour la seule procréation. L'unique forme et différence de cet animal ne consiste qu'en l'âme raisonnable. À la différence anatomique, aucune dissimilitude psychologique, morale et intellectuelle ne saurait être associée. C'est déjà ce que Montaigne écrivait Sur des vers de Virgile. Pour Marie de Gournay, avant Poulain de la Barre, l'esprit n'a pas de sexe. La différence des sexes apparaît principalement comme une construction culturelle, sociale et idéologique. Les femmes sont donc aptes à exercer tous les métiers, toutes les fonctions intellectuelles et spirituelles. L'affirmation du caractère spécifique de l'animal humain comme être naturel, doté de raison, constitue certes une entorse au scepticisme de Montaigne. On peut craindre avec elle la restauration d'une hiérarchie spéciste entre les humains et les animaux, pourtant nettement remise en cause dans l'apologie de Raymond Sebon. Cette affirmation d'une distinction proprement humaine peut trouver une explication toutefois. Contrairement à Montaigne, pour qui la raison est un instrument à double tranchant, souvent dépourvu de consistance et de fiabilité, Gournay croit à la valeur de la logique et de la pensée bien réglée. Pour elle, qui est en cela bien plus rationaliste que sceptique, la raison est une arme philosophique dont les humains doivent se saisir pour leur émancipation. Le combat pour l'égalité, avant de pouvoir se manifester dans un changement du droit, vise un bouleversement des préjugés grâce au jugement éclairé, susceptible de faire reconnaître l'équivalence des capacités intellectuelles des hommes et des femmes. Je conclus. Donc, voilà. Donc, les textes de Montaigne et Gournay frappent par leur déséquilibre thématique. Si l'auteur des essais accorde une très grande place au bestiaire dans son apologie, entrecoupée toutefois d'allusions à à des différences ethniques et sociales qu'il souhaite davantage promouvoir vers l'égalité, prolongée aussi Sur des vers de Virgile par une affirmation d'une égalité des sexes, Gournay fait de ces égalités sociales et sexuelles, au contraire, les thèmes centraux de sa réflexion et de son combat.
Le bestiaire n'apparaît plus qu'en filigrane ponctuel tout en restant un arrière-plan philosophique important de sa démarche. De même, l'imagination, la fantaisie, l'ironie s'atténuent nettement. On peut penser que pour elle, les bouleversements opérés par son père spirituel dans les représentations traditionnelles constituent des acquis sur lesquels il n'est pas utile de revenir. Il faut surtout considérer que pour Gournay, il y a urgence à faire reconnaître l'égalité des dignités dans une société où les privilèges iniques sont étalés avec une arrogance scandaleuse. Cette urgence d'affirmer l'égalité, en démontrant rationnellement son évidence, est d'abord humaine avant que d'être animale, et d'abord sociale avant que d'être sexuelle. Ces différences thématiques entre Montaigne et Gournay tiennent peut-être à leur statut respectif. Dans le portrait qu'elle fait d'elle-même, un correspondant, Gournay est assez clair sur ce point. Je la cite, « Moi, savante, pauvre et nouvelle ». Gournay associe les thèmes de la discrimination animale, sociale et sexuelle parce qu'elle cumule les trois stigmates. Donc Gournay a été victime de beaucoup de calomnies, on a souvent rapproché une forme d'animalité. Elle est femme, et ce qui est intéressant c'est que dans cette citation elle ne le mentionne pas, et elle est pauvre. Les affinités de Montaigne et Gournay sont profondes cependant. Leur pensée témoigne d'une volonté semblable de dissoudre les distinctions associées aux privilèges de l'Ancien Régime et de renverser les hiérarchies pour affirmer davantage d'égalité. Ces deux pensées font de la vertu la cause véritable de la grandeur susceptible d'être octroyée à l'ensemble des créatures vivantes, indépendamment de leur appartenance d'espèce, de race, de classe, de sexe. Gournay et Montaigne font aussi référence à la souffrance comme ouverture à l'altérité par-delà tout clivage, et ils prônent ensemble une éthique de la sollicitude. Montaigne évoque beaucoup la question de la générosité, on peut penser qu'il y a une pensée de la charité chez Gournay. Leur philosophie marque aussi conjointement une parenthèse radieuse, assez vite et longtemps supplantée par le dualisme cartésien et la théorie souvent simplifiée de l'animal-machine, d'un côté, et de l'autre par une invisibilisation plus large de la thématique de l'égalité, avec une reconnaissance très tardive du droit à l'égalité. Cependant, malgré le caractère, j'allais dire, marginal de ces pensées, on pourrait considérer que ces philosophies résonnent quand même avec une résonnent pour nous fortement en tant que contemporains. Les critiques ont reproché à Montaigne le caractère fantaisiste de son bestiaire, trop nourri d'anecdotes extravagantes pour être pris au sérieux. Ils l'ont jugé peu digne de philosophe. Il est vrai que l'auteur des essais n'éprouve aucune gêne à mêler dans celui-ci les références classiques et savantes aux propos communs. Montaigne ne recule pas non plus devant un certain anthropomorphisme. Pourtant, si l'on s'appuie sur les résultats les plus contemporains de l'éthologie et de la biologie, quant aux capacités cognitives des animaux ou à leur comportement, nous serions tentés de penser que son propos bigarré et imaginatif sur les animaux n'est pas si éloigné de l'éthologie et de la biologie actuelle. De même, donc là j'indiquerai quelques éléments de réflexion pour ouvrir justement ces deux pensées sur le contemporain. De même, on peut penser que la philosophie de Gournay n'est pas totalement étrangère au caractère complémentaire des luttes qu'on évoque quand même avec ces idées nouvelles de l'intersectionnalité. Enfin, par leur souci de la sollicitude, de l'attention à l'autre, etc., on peut envisager, à mon sens, certains parallèles de ces pensées avec la thématique du Caire, c'est-à-dire une pensée de la sollicitude qui vise une communauté moins inclusive et moins discriminante. Voilà, je vous remercie. Du raisonnement et de ce qu'il implique, cette idée que l'unité du vivant permettrait de contester un certain nombre de hiérarchies sociales injustifiées. Ok, pourquoi pas, même si bon, je pense qu'on peut le discuter, mais pourquoi pas, mais qu'est-ce que ça, quelles sont les limites, quelles sont les hiérarchies qu'on ne va pas contester, quelles sont celles qu'on peut conserver, qu'on peut trouver justes, parce que c'est pas toutes les contester, mais il faut sans doute qu'il en reste quand même quelques-unes. On peut pas dire à n'importe qui, de toute façon, toutes les hiérarchies sont arbitraires, j'obéis plus jamais, enfin, j'ai l'impression que finalement, cette espèce de scepticisme qu'il a risque d'aboutir, c'est assez fréquent, à une sorte de conservatisme.
Parce qu'à la limite, si on ne voit pas quelles sont les hiérarchies justifiées, et qu'on détruit absolument toutes les hiérarchies, finalement, tout reste tel que c'était déjà, et finalement, on en revient au point de départ, maintenant. Donc on a l'impression qu'il y a sans doute certaines hiérarchies qu'il faut contester légitimement, mais quelles sont celles qui restent malgré tout valables? Oui, je ne l'ai peut-être pas assez précisé, mais effectivement, il y a des hiérarchies qui restent valables chez Montaigne et Gournay, qui sont d'ordre éthique, en fait. Hein. C'est vraiment la primauté de la vertu, donc c'est ça. Il y a effectivement l'idée d'une élite, d'une aristocratie, mais c'est une aristocratie. Il n'y a pas que la vertu, il y a aussi la faculté de pouvoir juger de manière autonome. Donc je pense que effectivement, ces pensées de l'unité du vivant ne sont pas exclusives d'un élitisme et d'une hiérarchie, mais alors c'est un élitisme moral d'individus qui savent bien juger et qui savent juger aussi en autonomie. Après, le conservatisme, quand je vois un petit peu quand même le discours de Marie de Gournay, qui est quand même, bon, elle ne pouvait pas faire grand-chose du point de vue du droit, parce que c'est complètement anachronique, mais du point de vue de la pensée, là, il y a quand même vraiment la défense d'une égalité. Je ne trouve pas du tout qu'il soit conservateur, par exemple. Alors, on a reproché à Montaigne un conservatisme, c'est vrai, il y a Frédéric Baramy qui a écrit sur le conservatisme de Montaigne, des choses très intéressantes. C'est compliqué parce que chez Montaigne, il y a un refus du réformisme, par exemple, parce qu'il dit qu'on ne sait jamais si on ne va pas avoir pire si on réforme. Donc les lois sont mauvaises, mais ce sont les lois, et finalement c'est mieux que l'instabilité générale. Mais n'empêche qu'on voit que dans sa manière d'écrire, c'est un peu le titre de mon ouvrage, il invite quand même à pas mal d'instabilité finalement. Comment positionner le darwinisme par rapport à cette approche? C'est vrai qu'il y a une continuité finalement, enfin, parce que par contre, bon, c'est complètement anachronique, on est d'accord, voilà, c'est 16e, 18e, mais par contre, c'est vrai que moi je suis assez embarrassée par le caractère, enfin, l'arrière-plan théologique du discours de Montaigne, parce que je me demande dans quelle mesure il est là ou pas, enfin, ça fait vraiment question pour moi, mais quelque part on peut lire vraiment sa pensée dans un cadre strictement naturel, avec l'idée d'une unité et d'une continuité du vivant. Hein. Mais ça, on retrouve ça chez Spinoza, l'homme est un animal parmi un animal, un vivant parmi les vivants, enfin c'est... Alors si on peut faire un lien comme ça avec le darwinisme, c'est-à-dire il y a une unité, il y a une continuité, l'homme est un animal parmi les animaux. Oui, en même temps il y a une évolution. Donc évolution des... Est-ce que l'évolution n'est pas un premier pas vers une certaine hiérarchie? Ben oui, mais le problème c'est que chez Montaigne, alors là du coup, on tourne en bout parce qu'on retrouve le conservatisme finalement, j'ai l'impression, parce que Montaigne se méfie aussi de l'évolution, c'est-à-dire l'évolution c'est un peu toutes les divagations de notre imagination qui peut nous conduire voilà, à cette quête de toujours être plus parfait, plus etc., avec les dangers que ça comporte, et il y a quand même l'idée d'être dans un consent, dans une acceptation de ce qu'on est, et une adhésion à l'être, et une sorte de consentement à nos limites. Hein. Donc, je trouve que chez Montaigne, il y a une mise en garde quand même de ne pas trop dépasser des limites, quoi, parce que c'est pas forcément à notre avantage. Enfin, Montaigne dit un propos dans son premier livre qui annonce Pascal, qui veut faire l'ange et la bête. Donc il y a cette idée de mise en garde quand même, de prudence. Par ailleurs, il n'y a pas d'évolution des espèces à l'époque de Montaigne. On prend la fixité des espèces. Dieu a créé toutes les espèces au premier jour et elles resteront jusqu'à la fin des temps telles qu'elles sont. Donc c'est vrai que de ce point de vue-là, c'est difficile de comparer avec Darwin, parce que c'est aussi l'autre bouleversement darwinien. On est dans un contexte de fixité des espèces. Oui. Enfin, du coup, on parle de fixité des espèces, mais en même temps, il y avait cette idée de pouvoir apprendre, se perfectionner, de perfectibilité. Donc c'est pareil, c'est des choses un petit peu fines, compliquées, parce que c'est pas non plus... Enfin, Montaigne refuse cette idée d'une fixité totale des espèces, puisqu'il nous montre à quel point elles sont capables d'apprendre des choses, des arts, des techniques, sans cesse être en perfectionnement aussi elles-mêmes, quoi. Mais alors, comme individu ou l'espèce en général va s'améliorer? Comme Ah oui. individu, je pense. Bah, je sais pas, chez Aristote, par exemple, c'est les rossignols. Après, la pie mélancolique, toutes les pies sont pas mélancoliques, quoi. Mais, Ah, mais les animaux ont un caractère, je sais pas, bien sûr.
point qui pouvait être expliqué justement à partir de Darwin autrement, c'est l'intelligence des animaux ou même leur vertu, ou leur, disons, leur sens moral. C'est-à-dire qu'effectivement, par des mécanismes darwiniens, on peut arriver par sélection à ce que les espèces adoptent certains comportements qui, vus de l'extérieur, nous paraissent intelligents, mais qui, en fait, du point de vue des animaux, n'est absolument pas réfléchi ou calculé, mais qui est simplement un effet de l'adaptation à l'environnement, quoi. De même pour les mécanismes un peu de type sens moral qui peuvent apparaître par des mécanismes sélectifs, sans qu'on puisse véritablement parler d'un sens moral, quoi. Donc là, ça serait quand même une contestation assez forte. Oui, mais en fait, Montaigne, il n'est pas là-dedans par rapport à... C'est-à-dire que moi, j'ai un peu maladroitement évoqué un parallèle avec les sciences, mais je pense que il assume d'une certaine façon le caractère un peu poétique de son propos, parce que pour lui, de toute façon, les sciences... l'imaginaire revêt tout, même les sciences sont des constructions quand même. La prétention à l'objectivité totale, donc il n'y a pas du tout ce positivisme scientifique comme ça chez Montaigne. Donc, oui, bien sûr, on peut penser à une sorte d'anthropomorphisme, parce pourquoi le lion qui fait ça, est-ce qu'on va lui attribuer la gratitude, tout ça c'est des catégories à nous, mais je pense que ce que veut surtout nous montrer Montaigne, c'est les limites de notre interprétation, justement. C'est-à-dire qu'on est toujours dans l'imaginaire et que la nature profonde des choses nous échappe et que du coup on construit des interprétations sur les choses sans pouvoir les atteindre finalement. Parce que la véritabarité de l'humain et des animaux, c'est justement le mystère qui sont l'un pour l'autre du fait d'une certaine opacité, un caractère insondable de leur nature. Elle est là, la parité, elle est dans l'altérité radicale et l'absence de connaissances possibles. Je crois qu'on peut remercier notre oratrice.